Bonjour, moi je m'appelle Mathieu Van Eekhout, je suis réalisateur de films, spécialement de films d'animation. Ça fait maintenant 10 ans que je fais ça. Avant, j'ai eu d'autres vies, notamment je suis dans un passage dans le jeu vidéo. Et maintenant, ça doit faire à peu près 2 ans que je travaille avec Okyo Studio en tant que réalisateur sur des films d'animation en VR, essentiellement animation. Euh, voilà, et je voulais vous parler en fait. Loïc et Marc ont appréhendé en fait les spécificités et les contraintes plutôt techniques d'une réalisation en VR. Moi, je voulais vous parler plus spécifiquement en fait de la réalisation et l'écriture en VR. Alors, bon, moi, je tiens à préciser que ce que je vais dire, c'est le fruit d'une réflexion relativement récente. Ça fait que 2 ans que je fais de la VR. Et puis, la VR aussi est un média quand même relativement jeune. Donc, on l'a vu avec Loïc et Marc, on sait très bien que les technologies vont énormément évoluer. Mais aussi, les pratiques et les habitudes des spectateurs vont vraiment évoluer aussi, je pense. Donc, moi, je vais énoncer comme principe, si ça se trouve, en fait, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne sera pas forcément vrai. Donc, je reste très humble par rapport à ce que je vais raconter. Parce que si ça se trouve, moi, j'aurais changé d'avis et ça ne sera pas forcément vrai. Voilà. Donc, je vais vous parler donc, de la réalisation et l'écriture, sachant que vraiment en VR, déjà d'une manière classique, quand on pense à un film, euh, la réalisation, elle intervient déjà de toute façon dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on a tendance, moi quand j'écris, je suis déjà en train de penser à la réalisation. Et c'est d'autant plus vrai en VR, où il faut vraiment penser le projet en amont. Voilà, donc je vais vous faire part en fait un peu de mes réflexions. C'est la première fois que je m'exprime sur ce sujet. Euh, donc voilà, vous pourrez le prendre comme un galop d'essai là-dessus. Je vais d'abord vous parler en fait un peu de la VR. Voilà, pour moi, la VR, c'est un cinéma plein de contraintes. La première, c'est l'absence de cadre. Comme l'a dit Loïc, le spectateur et la caméra. C'est-à-dire que nous, en tant que réalisateurs, on n'a plus la possibilité d'utiliser l'artifice du cadre pour hiérarchiser notre narration. On ne peut plus amener en fait le spectateur à regarder ça, puis après ça, puis après ça, parce qu'on est le spectateur et la caméra. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spectateur est totalement et tout de suite immergé en fait dans la scène. Et je ne peux plus lui cacher des bouts de scène ou créer ou le focaliser sur un bout de la scène, puis après un autre. Ça, c'est plus possible. La deuxième chose, c'est-à-dire qu'en fait, le spectateur, il est son propre cadreur. C'est-à-dire qu'il va regarder là où il veut. Et moi, je n'ai plus la possibilité de le manipuler. La deuxième chose, la deuxième contrainte, c'est les valeurs de plan. C'est-à-dire que je n'ai plus possibilité de jouer sur la valeur de plan. C'est-à-dire qu'on est en fait forcément tout de suite, comme on est en 360, on est directement en plan large. C'est-à-dire que je peux plus jouer sur un changement de valeur de plan. Je peux difficilement faire des gros plans, même si je sais qu'il y a eu des essais qui ont été faits. Mais il est difficile d'abord d'avoir des plans, on va dire des gros plans, et puis des plans très larges après. Et puis surtout jouer sur la différence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer constamment de valeur de plan.
ça reste visuellement très fatigant quand on est au casque comme ça. Une autre contrainte, je voulais pas de manière globale, hein, enfin, je passe en revue les contraintes comme ça de manière assez rapide. Une autre limitation, c'est la limitation des mouvements de caméra. C'est-à-dire que on peut plus avoir une caméra à l'épaule. Ça, c'est plus possible. Même en animation où on n'a aucune contrainte de stitch, enfin de stabilisation de stitch et toutes les contraintes qui sont liées à la prise de vue réelle. Même en imaginant qu'on a aucune contrainte technique, c'est pas possible d'avoir un film qui est à la caméra à l'épaule, qui est super, qui est avec des changements de mouvement de caméra très rapides, parce que tout de suite on ressent un certain malaise quand on est immergé au casque. Ça peut être ce qu'on appelle le motion sickness. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien par rapport au mouvement, quoi. C'est vraiment l'effet roller coaster. Et on ne peut plus, on ne peut plus faire n'importe quoi. Moi, j'ai fait énormément d'essais, justement, quand j'ai découvert ça. J'ai essayé de voir ce que je pouvais, quelles étaient mes limitations en termes de mouvement de caméra. Et on se trouve, en fait, aujourd'hui, avec des mouvements de caméra très limités. C'est-à-dire que moi, j'utilise essentiellement le travelling. La plupart du temps, et dans beaucoup de projets, en fait, ils n'utilisent même pas le travelling. C'est une caméra posée qui ne bouge plus. Parce que de toute façon, on ne peut plus bouger la caméra, puisque c'est le spectateur qui va bouger. Nous, on peut plus faire bouger la caméra juste gauche à droite, parce que c'est presque en contradiction avec le regard, en fait, du spectateur. Si moi je me mets à bouger ma caméra vers la droite et que le spectateur est lui-même en train de tourner vers la gauche, ça devient, il y a une sensation de malaise pour le spectateur qui est assez importante. Et en fait, très vite, on se fatigue de regarder ça au casque. Donc, même moi, l'un des rares mouvements que j'utilise, c'est le travelling. Un travelling relativement simple, relativement lent, parce que dès que ça va trop vite, on retrouve ce problème de motion sickness. Je ne peux même pas tourner avec le travelling, parce qu'effectivement, le spectateur va se sentir assez mal à l'aise. Donc, on est très très limité au niveau des mouvements de caméra. Alors, je ne parle même pas d'une course-poursuite en voiture, c'est super compliqué à imaginer. Cela dit, aujourd'hui, c'est vrai, parce qu'on ressent tous, je ne sais pas si vous avez tous fait l'expérience du casque, mais vraiment, le motion sickness, c'est vraiment un gros problème pour nous. Mais si ça se trouve, en fait, dans 10 ans, ça sera plus vrai, parce que les générations futures seront vraiment habitués à regarder des films dans les casques et qu'ils seront complètement immunisés des désagréments, en fait. Moi, je vois la différence entre un adulte et un enfant quand je fais tester des mouvements de caméra à un adulte. L'adulte, au bout de 3 secondes, me dit qu'il ne se sent pas bien, et l'enfant, lui, ça l'éclate, et en plus, il regarde dans tous les sens, quoi. On est vraiment... J'attends de voir si effectivement plus ça va, plus on va pouvoir se libérer un peu de cette contrainte du motion sickness. Une autre des contraintes de la VR, c'est qu'on est obligé de faire un montage plus lent. On peut pas faire un montage hypercut en VR, c'est pas possible, ça marche pas. C'est pareil, on retrouve une forme de malaise parce que
parce qu'on n'a pas le temps d'apprécier la scène. Quand on est en 360, on a besoin effectivement de se plonger dans la scène. Mais du coup, cette contrainte d'avoir ce besoin de se plonger dans la scène, et du coup d'avoir des plans plus lents, c'est ce que Loïc tout à l'heure Loïc en parlait tout à l'heure. On est obligé d'avoir des plans beaucoup plus lents et un montage beaucoup plus lent aussi. Ça veut dire que ça a une influence sur l'action. Et moi, je me suis aperçu que on est effectivement, on est obligé de laisser du temps au spectateur quand il arrive dans un plan, dans une scène. Je dirais même, on est obligé de laisser du temps avant de déclencher l'action, presque. C'est-à-dire qu'il faut laisser le spectateur s'immerger dans la scène. Ça, je m'en aperçois en fait régulièrement. Quand on fait des films, en fait, on a souvent la première chose qui se passe quand on est dans un plan, c'est qu'on a besoin, on regarde un peu, on découvre la scène, et comme on est en 360, on a besoin de prendre un temps pour se dire où est-ce que je suis, pour se repérer. Mais du coup, cette contrainte, en fait, pour moi, c'est devenu la grande force, en fait, de la VR. C'est dans quel sens? Droite, ok. C'est l'immersion. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment ce qui fait la force de la VR. C'est qu'on se plonge dans une scène, dans un univers, dans une ambiance. Et c'est vraiment hyper... moi, c'est ce qui m'a tout de suite plu dans la VR. En fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, oh, mais ça c'est génial de pouvoir se plonger dans l'univers d'un réalisateur ou dans un décor, dans une ambiance en 360. Et en plus, nous, on bosse très souvent en plus en animation en stéréo, en 3D, quoi. Donc on a encore plus cette notion d'être réellement en fait dans l'univers, et ça je trouve ça jouissif. Je trouve que c'est vraiment ce qui, malgré toutes les contraintes que c'est, la VR, c'est vraiment la chose la plus excitante qui existe dans la VR. Mais alors cette immersion, du coup, comme on doit laisser le temps de l'immersion. En fait, je pense que du coup, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut la scénariser, cette immersion. C'est-à-dire qu'on a un scénario, on a une histoire, mais aussi on doit intégrer une forme de scénarisation de l'immersion. C'est-à-dire que cette scène-là, je ne peux pas arriver dans une scène à un moment où il ne se passe rien, en fait. J'arrive dans une pièce, bon, bah voilà, avant que l'action se déclenche, il ne se passe pas grand-chose. Où la scène est un peu quelconque. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire que j'essaie de scénariser l'immersif. C'est-à-dire que je lui donne une texture, une saveur. Alors, ça peut passer par l'éclairage, ça peut passer par l'ambiance sonore. Mais aussi, alors ça c'est un peu dû au fait que j'ai pas mal bossé, enfin j'ai bossé avant dans les jeux vidéo. Je me suis souvenu que quand je jouais, ou quand on créait une scène de jeu vidéo, quand par exemple on arrivait dans un bar, on avait en fait des petites animations tout autour qui bouclaient et qui créent en fait l'ambiance de la scène. Avant que nous, en tant que spectateurs, enfin en tant que joueurs, on aille déclencher une action principale qui allait suivre le fil de la narration. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'ai tendance à faire quand j'écris une scène, j'ai tendance à scénariser en fait toute l'ambiance en fait, de façon à ce que en tant que spectateur, j'ai en fait une vraie notion d'immersif. Vraiment, c'est pour que je sois vraiment à fond dans la scène, quoi. Et
Donc du coup, c'est vrai que moi j'ai tendance à piquer un peu cette histoire issue des jeux vidéo. En fait, enfin, donc du coup, j'utilise mon expérience des jeux vidéo pour créer justement ce type d'ambiance en fait. 5 minutes. Ouais, je vais faire vite alors. Merci les mecs. Alors je vais passer très rapidement. Alors ok. Du coup, je voulais vous voilà. Alors comment créer une histoire en 360, sachant qu'on n'est pas des mouches, c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'a pas un champ de vision en 360. Le champ de perception visuelle de l'être humain, il est à peu près de, on va dire, 100 degrés, et le champ de lecture, il est de 30 degrés. Donc, ça pose problème. Ce qui se passe, c'est que on peut imaginer que quand je crée une histoire ou une narration, eh ben, je vais créer quelque chose qui se passe devant moi. Donc ça, et puis le reste, bah, c'est de l'immersif, voilà. Donc soit je mets en scène ma narration devant moi, soit je décide d'utiliser tout l'espace qu'on qui m'est donné pour mettre en scène mon histoire. Euh, et, et, du coup, cette mise en scène en fait de l'histoire, en fait, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais spatialiser mon histoire, c'est-à-dire que je vais spatialiser ma narration. En lui donnant, en fait, en essayant d'imaginer à quel moment ou à quel endroit se passent en fait les différentes choses de mon histoire dans la scène. Mais alors du coup, comment je fais pour amener le spectateur à regarder ce que je veux qu'il regarde? Alors effectivement, grâce au son spatialisé et puis aux artifices visuels, on va créer en fait ce qu'on appelle des stimuli visuels et auditifs qui nous permettent de guider en fait la vision du spectateur pour pouvoir l'amener à regarder à tel endroit ou à tel endroit. Donc on va utiliser effectivement le son. Alors on peut très bien imaginer qu'effectivement j'amène un son qui va se déplacer pour l'amener à regarder tel moment ou à tel endroit à tel moment. Où on peut utiliser aussi une forme je crée une chorégraphie d'un personnage qui me permet de déplacer le champ visuel parce que le personnage bouge, donc du coup je vais être attiré par le mouvement et je vais le déplacer dans la scène de façon à ce qu'il puisse suivre en fait les mouvements du personnage, fait que le spectateur puisse suivre les mouvements du personnage pour pouvoir créer en fait une espèce de chorégraphie qui me permettra effectivement d'amener la narration à se déplacer en fait dans ma scène. Et du coup, en fait, je m'aperçois que à force de parler de spatialisation de la narration comme ça dans la scène, je me dis mais en fait finalement c'est pas du cinéma ce qu'on fait, c'est presque du théâtre, c'est une mise en scène de théâtre. C'est-à-dire que en fait, pour moi, la VR, c'est à mi-chemin entre le cinéma et le théâtre. Moi, dans mon rôle de scénariste et de réalisateur, je m'aperçois que j'utilise autant les artifices du cinéma que du théâtre. Et du coup, c'est vrai que quand je me suis rendu compte, je me suis rendu compte de ça, bah, ça m'a ouvert un champ en fait, de possibilités d'écriture qui était complètement différent. Et du coup, dans mon écriture, je suis obligé de prendre ça en compte. C'est-à-dire que quand j'écris un scénario, j'ai à côté une feuille avec un plan de la scène et je vois comment en fait, je vais mettre en scène à l'intérieur de mon plan la narration. C'est-à-dire qu'en gros, c'était assez marrant parce que du coup, je me suis à un moment, j'ai relu Feydeau et puis je me suis dit tiens, comment il aurait imaginé la scène en VR. Voilà, donc ça
c'est effectivement ce qui, moi, le grand changement pour moi, c'est que on est à mi-chemin entre le cinéma et le théâtre, en fait. Pour moi, dans la VR, je le pense comme ça. Je voudrais, j'ai 5 minutes, 2 minutes. J'ai un, je voudrais juste vous donner un exemple pour vous montrer à quel point la fiction en VR est vraiment, enfin, pour moi, est en train de changer l'écriture de la fiction. C'est un exemple que je suis en train de vivre aujourd'hui. J'ai un projet de fiction avec Okyo Studio et Fab Lab Channel qui s'appelle Black Road. Et c'est un projet d'animation en images de synthèse. Et très vite, la question s'est posée, savoir si on faisait du précalculé ou du temps réel. Si on allait réaliser le film en précalculé en temps réel. Alors, je rappelle très rapidement ce que c'est que le précalculé et le temps réel pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces notions-là. Le précalculé, c'est en fait des images qu'on a précalculées et en fait, au final, c'est un format vidéo comme un film classique. Alors que le temps réel, c'est l'animation, enfin le film se crée en temps réel pendant que vous êtes en train dans votre casque. Donc le temps réel permet en fait un certain nombre de choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que ça permet une forme l'interaction, c'est-à-dire que quand je penche la tête, là c'est la caméra qui penche la tête et je peux effectivement avoir des notions de parallaxe, des notions je peux voir ce qu'il y a derrière les objets, je peux interagir un petit peu de manière assez naturelle. Sur l'univers, sur la scène qui m'entoure. On s'est posé la question parce qu'on a vu les dernières productions de temps réel et on a vu la qualité du truc qui était assez impressionnante. Et on s'est dit que voilà, maintenant on pouvait tout à fait produire un contenu audiovisuel de qualité en temps réel. Et en plus, ça se justifiait totalement en VR parce que ça permettait effectivement la suppression d'une partie, pas de tout, mais d'une partie du motion sickness. C'est-à-dire qu'on pouvait retrouver une certaine liberté de mouvement de caméra du fait que ça soit en temps réel, du fait la présence du parallaxe permettait effectivement de retrouver une forme de liberté dans certains mouvements de caméra. Donc ça, c'était vraiment, pour nous, c'était important. Et puis, il y avait cette notion, on s'est posé la question de la notion d'interactivité. Qu'est-ce qu'on voulait comme type d'interactivité dans une fiction? Enfin, moi, qu'est-ce que je voulais comme interactivité dans une fiction, sachant que je ne voulais pas faire un jeu vidéo. Et je voulais pas faire je voulais juste utiliser un des artifices pour pouvoir raconter une histoire. On a choisi d'utiliser une forme d'interaction que j'appellerais passive, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui nous intéressait là-dedans, c'est pour répondre à cette question, comment créer une histoire en 360, sachant qu'on n'est pas des mouches, c'est-à-dire qu'en gros, si à un moment, mon spectateur est en train de regarder derrière lui et que l'action se déclenche de l'autre côté, eh ben, il paume le film de la narration. Donc du coup, on s'est dit, mais comment faire pour que, en dehors effectivement des stimuli visuels, sonores, pour qu'on ait une narration qui soit relativement fluide et qu'on ne soit pas paumé à un moment parce qu'on a oublié de regarder à tel endroit. Eh bien, on a décidé d'utiliser, c'est ce qu'on essaie de développer en ce moment. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un déclenchement par grande zone de l'action ou de la narration. C'est-à-dire que tant que mon personnage regarde derrière, et si l'action se passe ici, il ne se passera rien tant que mon personnage n'est pas revenu dans une grande zone visuelle dans laquelle appartienne l'action.
En gros, on va définir, globalement, on s'est dit qu'on allait définir à peu près 6 grandes zones où l'action pourra se déclencher. Si le spectateur regarde ces zones. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je vais écrire, je vais devoir prendre en compte le fait que mon film n'a pas de durée, entre guillemets, légale. C'est-à-dire que si j'ai prévu de faire un court-métrage de 5 minutes et qu'au final, parce que j'ai regardé à d'autres endroits et j'ai pris un peu le temps de m'immerger avant que l'action se déclenche, eh ben, ça pourra durer 15 minutes, 20 minutes. Et donc, du coup, on est dans une nouvelle forme de narration où on est, c'est pas du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître en fait de ce qui se passe, mais on est voilà dans une forme de narration qui est à temps à durée variable. Voilà. Et donc du coup, effectivement, d'où l'importance de travailler, de scénariser l'immersion.